Et voilà, bonjour les amis. Eh bien, écoutez, je vais régler l'autofocus autofocant que j'ai oublié d'autofoquer la semaine dernière et j'en suis désolé, toutes mes excuses. Mes petits singes de la sagesse, mes chats, mes poules de cristal et moi-même sommes heureux de vous retrouver dans ce célèbre JT du grenier normand et avec cette semaine un sujet hyper subversif sur qui vous ennuie le plus en fait. Et ça va être une sacrée question, ultra subversive. Vraiment, je plaisante pas. C'est peut-être même le cœur du réacteur et du problème. Alors, cette semaine, on va parler de qui vous ennuie le plus. Voilà, qui vous ennuie le plus, c'est une question qui est fondamentale à se poser. Et c'est une réflexion que je vous propose de mener ensemble. Et vous allez voir, je trouve que c'est intellectuellement quelque chose qui décoiffe un peu. On a une actualité exceptionnelle cette semaine, puisqu'on a le rapport d'Oxfam sur les milliardaires, le World Economic Forum, c'est-à-dire Davos, qui est en train de se tenir en Suisse. Et puis nous avons évidemment notre quotidien et nos difficultés. On va essayer de relier les points, de relier tout ça. Puis vous allez voir que pas loin, il y a évidemment la recherche du bouc émissaire. Alors qui vous ennuie le plus ? Qui vous ennuie le plus, votre chef de service, les hommes de Davos ou le milliardaire qu'il faudrait ruiner et à qui il faudrait prendre des sous ? Alors c'est ça qu'on va travailler ensemble, pas de vérité absolue ici, hein. Vous connaissez le JT du grenier, on réfléchit en revanche, voilà, j'essaye de réfléchir, de partager avec vous des réflexions, des analyses, de les chiffrer, de les quantifier, de vous donner des éléments assez factuels pour pouvoir nourrir et alimenter votre réflexion. Et donc, je trouve qu'aujourd'hui, ce qui nous ennuie tous beaucoup, c'est le management psychologiquement mortifère et destructeur basé sur la castration, endoctrinement, infantilisation, obéissance, programmation, manipulation. Je crois que vous avez tous, ceux qui travaillent, connaissent ces formules de manager. Vous ne vous remettez donc jamais en question, vous êtes aussi sûr de vous que ça. Enfin voilà. Donc il y a des choses comme ça il faut savoir se remettre en question, il faut savoir se remettre en cause, il ne faut pas avoir peur du changement. Vous avez peur du changement, donc voilà. Donc tout ça en fait, ce sont des dialectiques extrêmement précises, castratrices, infantilisantes, poussant à l'obéissance, destinées à vous programmer pour vous manipuler et obtenir votre obéissance, évidemment, basée sur la peur. Le management est le fait d'individus que l'on croise au quotidien, votre manager, votre chef de service. Alors avant, on appelait ça des chefs de service, maintenant on appelait ça plutôt des managers. Et c'est le fait d'individus qui sont extrêmement loin d'être milliardaires. D'ailleurs, pour beaucoup, ils gagnent un peu plus que vous, mais pas tellement plus en fait. Et un manager, c'est beaucoup d'ennuis pour pas beaucoup de sous en plus, si bien que très nombreux sont ceux qui refusent des postes de management, soit parce que la charge de travail supplémentaire n'est absolument pas en corrélation avec la petite augmentation qui est donnée, et le plus souvent en fait parce qu'ils sont en désaccord avec ce qu'on va leur demander, la manière de manager. Je peux vous dire que moi, quand j'étais à la banque, j'ai refusé certains postes évidemment de manager pour ne pas avoir à faire ça et à aller embêter des gens qui étaient mes collègues la veille et qui étaient tout à fait sympathiques et charmants, qui faisaient bien leur boulot. Et donc, j'avais pas envie de rentrer là-dedans. Alors, ces collaborateurs-là, qui sont en fait des managers, des chefs de service, des petits managers, des N-1, -2, -3, -4, hein, par rapport aux grands chefs, et ben, ce sont eux qui sont au service des intérêts marchands ou financiers et du grand capital. Vous allez voir bien plus peut-être que les milliardaires, mais on va continuer à creuser ça. Alors regardez, la fonction publique, c'est pas le grand capital tout de même, d'accord ? Donc quand on parle de la fonction publique,
on ne parle pas de structures qui sont à la recherche du profit immédiat pour payer des dividendes à la fin du mois. La fonction publique en France, c'est presque 6 millions de personnes, fin 2019, donc on doit être à peu près à 6 millions de personnes aujourd'hui. On ne manque pas de gens au service des usagers, d'accord? Encore une fois, on n'est pas au service des clients là-dedans, et pourtant la souffrance au travail est plus importante dans le public que dans le privé. Je trouvais que c'était intéressant de commencer cette vidéo entre public et privé et en essayant de rationaliser ce qu'on pouvait appeler la souffrance au travail. Et la souffrance au travail, je trouve l'un des principaux indicateurs, c'est bien entendu l'absentéisme, qui est la mesure la plus froide, la plus statistique possible de la souffrance au travail. Quand vraiment tout se passe très bien dans un monde absolument idéal, et bien évidemment le taux d'absentéisme tend vers zéro. Là en réalité, on se rend compte que la souffrance, enfin non, on va dire le taux d'absentéisme dans la fonction publique est légèrement plus élevé que dans le privé. On peut donc en tirer la conclusion qu'il n'y a pas de différence, à minima, hein, puisqu'on pourrait même dire dans l'absolu que la souffrance dans la fonction publique est supérieure au secteur privé, puisque l'absentéisme y est 0,4 points plus élevé, d'accord, donc 4,8 dans le public pour 4,4 seulement dans le privé. Donc on pourrait dire que la pénibilité ou la souffrance au travail est plus importante dans le public. En réalité, je pense que tout simplement, c'est à peu près kiff costaud, crapoteau, bastafuite, comme disait un slogan publicitaire, et qu'il n'y a pas besoin d'aller forcément chercher plus loin que de dire, voilà, là ici, on n'a pas de différence statistique significative de souffrance entre le public et le privé, entre le public qui n'a pas la recherche du profit et le privé qui, lui, a la recherche du profit et des bénéfices. On voit pas a priori de choses significatives. Au niveau du taux d'absentéisme, pas plus quand vous êtes au service d'un milliardaire ou au service de l'État français. Un homme de Davos, c'est quoi? Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle et qu'on discute tous ensemble de ce que c'est qu'un homme de Davos. Et pour moi, un homme de Davos, c'est quelque chose de très précis. C'est statistiquement un PDG salarié. Vous allez voir, quand on parle du CAC 40 et des 40 sociétés, hormis un ou deux PDG qui sont effectivement les fondateurs de leur groupe, qui sont propriétaires de leur groupe, tout le reste, c'est-à-dire 38 ou 39 sur 40, sont des PDG salariés. Ce sont des salariés comme les autres. Alors fussent-ils diplômés d'HEC, de Polytechnique ou d'Harvard ou de Columbia aux États-Unis, peu importe, ils sont avant tout des salariés, ni plus ni moins, avec une fiche de paye. Vous pouvez toujours leur filer un golden parachute, vous savez, des parachutes dorés, des salaires énormes, vous allez voir, on va en parler. Ils restent des salariés. Ils ne sont ni entrepreneurs, ni créateurs d'entreprises. Et vous allez voir, pour moi, il y a deux capitalismes, celui de la prédation, celui de la création, et on va en parler un petit peu plus tard. Donc ce sont des PDG salariés, des dirigeants salariés dans 99% des cas, des grands DRH, évidemment, des grands directeurs financiers, les DAF, des multinationales cotées, qui n'appartiennent pas à un milliardaire, mais propriétaires qui sont la propriété de très grands fonds internationaux, eux-mêmes dirigés par des PDG salariés. Vous allez voir, c'est absolument ahurissant quand on descend un petit peu dans le fonctionnement de ce système. Regardez le directeur général de Stellantis, monsieur Tavares. Je n'ai rien contre ce monsieur, il est très brillant, il est très intelligent, il pilote très bien sa société. On va dire que c'est un excellent patron. Mais c'est un excellent patron qui devait toucher 66 millions d'euros selon le rapport de Proxinvest, presque 20 millions d'euros selon la société, mais il y a des trucs situés à l'étranger, machin, etc. Donc ils n'étaient pas d'accord entre eux sur la rémunération réelle de monsieur Tavares, mais peu importe, mettons que ce soit 20 millions. Pour le directeur général de Dassault Systèmes, Bernard Charles, qui n'est pas monsieur Dassault, d'accord, donc qui est un président salarié, on parle de 44 millions d'euros de salaire en hausse de 114%, contesté par d'ailleurs les actionnaires du groupe, ou encore Paul Hudson, directeur général de Sanofi, qui n'est pas du tout monsieur Sanofi, d'accord, qui n'est ni le créateur, ni l'actionnaire évidemment majoritaire, ni même l'héritier, encore un PDG salarié avec 9 millions d'euros. Ce que je veux vous dire, c'est que la rémunération des grands patrons, celle qui défraie souvent la chronique, ce sont des salariés comme vous.
hein, comme l'essentiel des gens, ce sont des salariés comme moi, quand à l'époque où je l'étais, maintenant je ne le suis plus, mais à l'époque où j'étais salarié, c'était des salariés simplement. On considère qu'effectivement, ce sont des salariés qui peuvent valoir 100 fois plus, 1000 fois plus, 10 000 fois plus que le dernier smicard ouvrier qu'ils peuvent avoir dans leurs effectifs. Quelle est la justification de ça ? Posez-vous la question de quelle est la justification de salaire de plusieurs dizaines de millions d'euros pour des PDG salariés dont le talent, somme toute, n'est pas historiquement absolument fabuleux. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas des Mozart de la finance que nous avons à la tête de toutes ces sociétés cotées. Pour beaucoup, ce sont des gens dont les épaulettes et les galons font la fonction, plus que de gens capables d'habiter la fonction. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas extraordinaire. On n'a pas à chaque fois des cadors, des as, des génies, des gens qui révolutionnent. Non, les gens qui révolutionnent, en réalité, vous les trouvez dans les patrons créateurs qui vont donner des milliardaires. Je pense à Jeff Bezos, on l'aime ou on l'aime pas. Amazon, patron créateur, il va changer la manière dont on fait du commerce aujourd'hui. Elon Musk, vous l'aimez pas, mais il change la manière dont on fait du business aujourd'hui et dont on vend des voitures électriques. Encore une fois, qu'on l'aime ou on l'aime pas, c'est pas le sujet, mais il a révolutionné des choses. Steve Jobs, le patron et fondateur d'Apple, extraordinaire réussite, pas uniquement financière, technique. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, vous voyez bien là cette distinction qu'il faut faire entre ces simples patrons salariés qui n'inventent pas grand-chose et puis avec ces patrons milliardaires mais créateurs qui eux à la base résolvent des problèmes et font des avancées ou des percées absolument extraordinaires. Qu'on les aime ou pas, c'est autre chose, on va continuer à détailler. Donc là, voilà ce que c'est un homme de Davos. C'est un patron de multinationales salariées, multinationales qui appartiennent eux-mêmes à des fonds. Et vous allez voir, regardez, les hommes les plus riches, c'est combien? Donc là, on va compter un petit peu. Donc Bernard Arnault, LVMH, c'est pas rien le succès d'LVMH, d'accord? D'abord, donc l'homme le plus riche au monde, c'est actuellement un Français, Bernard Arnault, société LVMH. Eh bien écoutez, c'est remarquable, tant mieux, on est très content. En tout cas, ça ne nous retire pas grand-chose, vous allez le voir. Elon Musk, Tesla, Adani Group, ça c'est l'Inde, Bill Gates de Microsoft, Warren Buffett du Berkshire Hathaway, Jeff Bezos d'Amazon, Larry Ellison, Oracle, Reliance Industries, Microsoft, Steve Ballmer et Larry Page, Alphabet, c'est Google. Voilà pour les 10 hommes les plus riches de la planète. Alors si on prend toute leur fortune à ces 10 hommes de la planète, ça fait 1000 milliards, allez, 1100 milliards de dollars. Ça peut paraître une somme absolument gigantesque. Mais ça, d'abord, c'est pas les sous qu'ils ont sur leur compte en banque, d'accord? Les 1100 milliards de dollars, là, dont on parle, c'est la valeur de leurs entreprises. Donc en fait, c'est le cours de bourse ici d'LVMH multiplié par le nombre de parts, c'est le prix de l'action LVMH multiplié par le nombre de parts encore détenues par monsieur Bernard Arnault, égale la tête à Toto et donc la fortune de Bernard Arnault. Et donc on dit la fortune de Bernard Arnault, c'est 162 milliards d'euros. Mais c'est pas 162 milliards, de dollars ici. C'est pas 162 milliards de dollars qu'il a sur son compte et qu'il pourrait dépenser comme ça. C'est la valeur de sa société s'il revendait toutes ses parts au même moment. Et s'il revendait toutes ses parts au même moment, vous savez que les cours de bourse, ils baisseraient, donc en fait, ça diviserait sa fortune au moins par deux, d'ailleurs, s'il devait brutalement tout vendre, et subitement, il serait plus du tout l'homme le plus riche au monde. Mais peu importe, imaginons que ce soit des sous qu'ils auraient tous sur leur compte en banque, parce que c'est valable pour tous, en fait, ce sont des entrepreneurs. Donc la fortune qu'ils ont là sont la fortune qui correspond à la valeur de leurs actifs d'entreprise, essentiellement, d'accord? À 90%. Mais imaginons que ce soit du cash disponible. Et imaginons que ce soit 1100 milliards de dollars. On leur prend tout, parce que ce sont des méchants milliardaires. On divise par 68 millions de Français, on arrive à 16 000 euros par an. Enfin non, on arrive à 16 000 euros en une fois pour chacun, d'accord? C'est pas par an, c'est juste une fois. On nous fait à tous un chèque de 16 000 euros, c'est-à-dire globalement l'équivalent d'une année de SMIC. Ça, c'est si on prenait tous les sous des milliardaires, des 10 hommes les plus riches de la planète quand même. C'est pas rien. Et donc si on ramenait ça qu'au niveau français, ça ferait
16 000 euros seulement pour les Français. Et puis alors, comme c'est les milliardaires de la planète, je propose qu'on divise ça en 7 milliards d'habitants et pas en 68 millions. Donc vous imaginez qu'à 7 milliards d'habitants, c'est quelques dizaines d'euros grand maximum, même pas, j'ai même pas fait le calcul. Amusez-vous à faire le calcul de 1100 milliards divisé par 7 milliards d'habitants. Franchement, ça doit être très peu. Voilà. Donc vous voyez bien que le problème ne se situe pas forcément là quand on raisonne sur la notion de richesse, d'ennui, de qui vous embête et qui vous nuit au quotidien. Voilà. Et là, la question à laquelle je cherche à répondre, c'est qui vous ennuie le plus au quotidien, qui impacte votre vie le plus au quotidien de manière négative, antidémocratique et d'une façon que vous n'auriez pas choisie. Et c'est là où cette question est extrêmement subversive, dans qui vous ennuie. La question est subversive parce que la réponse est profondément subversive et je vous invite à vraiment partager massivement cette vidéo pour qu'on soit très nombreux à avoir cette réflexion. Les hommes les plus riches de France, c'est combien? Alors là, je vous ai fait les 10 hommes les plus riches les 10 hommes les plus riches de la planète. Et vous avez ici 544 milliards d'euros. C'est selon le classement Challenge des 500 fortunes, machin, etc. Donc là, on a tous les milliardaires. Donc la fortune totale des milliardaires français selon Challenge à l'été 2022, c'est les chiffres les plus à jour que nous ayons, c'est 544 milliards d'euros. Pareil, ça peut paraître absolument considérable. Encore une fois, ce n'est pas le cash qu'ils ont sur leur compte en banque, ça prend en compte la totalité de leur patrimoine, y compris l'immobilier, etc. Au total, tous ces milliardaires ont donc 544 milliards d'euros. 544 milliards d'euros divisé par 68 millions de Français, ça fait 8 000 euros, soit globalement 666,66 euros par Français. Le chiffre de la bête, diront certains, c'est assez symbolique d'ailleurs, mais c'est également proche d'un RSA annuel qu'une année. Donc voilà, on fait un chèque de 8 000 euros à chacun, et puis une fois qu'on a mangé ces 8 000 euros, il ne nous reste pas grand-chose. Alors maintenant, je vous invite à continuer d'avancer dans notre raisonnement subversif. Mes petits singes qui ne veulent rien voir, rien entendre et rien dire, rigolent de ce qui arrive. Maintenant, regardons les fonds d'investissement de Davos. Et là, on va commencer à se rapprocher de quelque chose dont on ne parle pas. Mieux vaut désigner à la vindicte populaire quelques milliardaires, histoire de détourner l'attention du vrai pouvoir. Alors regardons ce qui se passe du côté de Davos. Et alors là, il y a une information, donc c'est le World Economic Forum, un truc que je suis avec attention de mon grenier normand, parce que grâce à Internet et à la magie d'Internet, même au fin fond de la Normandie, quand Internet veut bien fonctionner, Monsieur Morin, président de la région normande, si vous me regardez, nous avons besoin de plus de débit à Bernay, où j'habite. Merci Monsieur le Président. Bref, BlackRock, le PDG de BlackRock, Larry Fink, l'écrasante majorité des Français, peut-être vous le connaissez parce que vous suivez une chaîne d'infos économiques et donc vous vous intéressez sans doute beaucoup plus à l'économie que la moyenne, et donc vous avez certainement beaucoup plus de connaissances acquises de l'actualité économique au sens large que la moyenne, mais je peux vous dire qu'en moyenne, si vous descendez dehors ou dînez en famille, vous commencez à poser la question autour de la table sur qui est Larry Fink, je suis pas sûr que vous obteniez la bonne réponse. Et donc Larry Fink, c'est le président salarié du plus gros fonds d'investissement de la planète, BlackRock. Et donc le patron de BlackRock, il était à Davos, et puis à Davos, tout le monde venait lui faire des petites courbettes, puisque c'est le patron du fonds d'investissement le plus important, donc c'est un des hommes clés de Davos, et il a eu donc c'est un article de la Libre Belgique, vous pourrez tout à fait le retrouver sur votre moteur de recherche préféré en tapant BlackRock n'a pas le mandat pour rendre la planète meilleure, mais juste celui de faire du pognon, et donc, de maximiser les profits des gens. Enfin, comprenez, des gens de Davos, d'accord? Parce que c'est pas vos profits qu'on va maximiser, on va maximiser leurs profits en maximisant votre travail, justement, d'accord? On va vous pressurer
on va vous manager. C'est tout ça qu'on fait, d'accord? On va vous rendre obéissant, on va vous mener jusqu'au burn-out, on va réduire les effectifs, on va vous mettre le maximum de tâches, on va réduire le nombre de collègues, on va vous en mettre. Hein, moi, quand j'étais, c'était la banque multicanal, d'accord? Donc, il y avait plein de canaux. Hein. Vous pouviez m'envoyer un fax, vous pouviez m'envoyer un mail, vous pouviez m'envoyer un message par le centre d'appel, par la messagerie Internet. Bref, il y avait plein de canaux pour me joindre, mais à l'arrivée de tous ces canaux, il n'y avait qu'un seul Gugus, quoi. Donc la banque multicanal, c'est chouette, mais quand la banque multicanal mène qu'à un Gugus, eh ben, de toute manière, vos canaux, ils bouchonnent, c'est une évidence. Et donc les gens craquent, les gens sont évidemment soumis à une tension psychologique qui est absolument terrible. C'est pour ça que faire travailler plus ceux qui travaillent déjà et plus longtemps n'est pas une bonne chose en termes intellectuels. Évidemment, cette retraite, l'histoire des retraites à 65 ans, on a déjà travaillé 40 ans, il y a une usure physique ou une usure psychique qui est évidemment indéniable. Revenons-en à Monsieur Fink de BlackRock. Est-il l'un des hommes les plus riches de la planète? Mais pas du tout, c'est un smicard au niveau des milliardaires. C'est un pauvre Gus qui gagne entre 20 et 30 millions de dollars par an. Affligeant, pathétique, compte tenu de l'impact qu'il a sur la planète, qu'il ne veut pas rendre meilleur, mais juste maximiser les sous-sous et les pépettes des hommes de Davos qu'il sert comme un salarié, un serviteur zélé, qui est juste payé un peu plus que le Pékin moyen, que vous et que moi, évidemment, beaucoup plus, hein, on est d'accord. Mais vous voyez qu'on est très très loin d'une fortune de 162 milliards de dollars, qui est celle de notre Bernard Arnault national, par exemple, président, fondateur, créateur, développeur d'une entreprise qui s'appelle LVMH et qui fait travailler des milliers et des centaines de milliers de personnes partout à travers la planète. Il gère un fonds qui lui pèse 10 000 milliards de dollars. 10 000 milliards. 10 000 milliards de dollars. 1000 milliards pour les milliardaires les plus riches de la planète. Seulement 544 tout petits milliards pour les milliardaires français, de fortune théorique, hein, encore une fois. Et puis, Larry Fink, lui, gère 10 000 milliards. Tiens, d'ailleurs, je vous parlais de fortune théorique. Vous voyez ici maintenant, c'est un Français qui est premier. Avant, c'était Elon Musk, en fait. Et Elon Musk, c'est important de vous parler de fortune théorique, parce que quand il a racheté Tesla, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on l'aime pas, c'est pas le sujet. Quand il a racheté Tesla, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il s'est mis à dos un certain nombre. Quand il a racheté Twitter, excusez-moi. Quand il a racheté Twitter il y a quelques mois, là, donc c'est un feuilleton qui a duré des mois. Et puis bah, finalement, ça lui coûte cher. Il a été obligé de reprendre vente des parts de Tesla pour pouvoir financer le rachat de Twitter. Puis Twitter, ça fait peur. Puis il y a une opposition. Puis machin. Bref. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? La valeur des actions de Tesla baisse et en diminuant, eh bien, ça diminue d'autant la fortune théorique d'Elon Musk. Encore une fois, c'est pas des milliards qu'il a, et ce sont des milliards théoriques qui s'envolent comme de la fumée à partir du moment où il y a une mauvaise information et donc où les cours de bourse chutent sur son titre. Voilà. Donc très clairement, on est dans une notion de fortune théorique. 544 milliards pour les milliardaires français, et là on parle de 10 000 milliards en gestion pour Larry Fink, petit PDG à 20 millions de dollars par an, mais président de BlackRock. C'est certes le plus gros fonds, mais ce n'est qu'un seul fonds d'investissement des hommes de Davos. Et voici la liste des plus grands fonds d'investissement. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, d'accord? C'est pas les 12 salauds, bip, 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 on n'a plus le droit de dire de gros mots sur YouTube, mais ce sont les 12 plus gros fonds d'investissement. Il y en a bien plus, évidemment, au niveau de la planète. Je vous ai pas fait la totalité, mais rien que sur les 12 plus gros fonds, alors BlackRock, Vanguard, 7 900 milliards, UBS, 3500, Street Global Advisors, 3000 milliards de dollars, Fidelity Investment, Allianz Group, Allemagne 2005. Le premier français arrive 12e, 1790 milliards de dollars d'actifs sous gestion. C'est Amundi. Tous ces trucs-là, vous allez les retrouver, leur président à Davos. Et ça représente rien que pour les 12 premiers
42 000 milliards de dollars, 42 fois plus que les 10 milliardaires les plus riches de la planète. Je reprends, 10 fois plus, 42 fois plus que les 10 milliardaires les plus riches de la planète pour seulement les 12 plus gros fonds d'investissement. Alors si on prenait ces sous-là et qu'on les divisait par 68 millions de Français, on arriverait non pas à 8 000 euros comme si on volait la fortune des milliardaires français, mais à 618 000 euros par personne si on volait la fortune de ces fonds d'investissement. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la même échelle et vous voyez que c'est pas du tout la même chose, et pourtant ces fonds d'investissement, leur puissance est cachée, elle est discrète et elle est en réalité inconnue du grand public, mais pourtant ce sont ces fonds qui détiennent les entreprises. Si vous ne travaillez pas dans une PME et que vous travaillez dans une multinationale ou dans un grand groupe, eh bien ce sont ces fonds-là qui dirigent indirectement les entreprises dans lesquelles vous travaillez. Et ce sont des fonds prédateurs parce qu'ils ont besoin de revenus, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de profit. Et leur métier, comme l'a extrêmement bien dit Larry Fink avec une infinie honnêteté, je ne suis pas là pour rendre la planète meilleure, je suis là pour maximiser le profit. Voilà. C'est le capitalisme de la prédation. Capitalisme de la prédation contre le capitalisme de la création. Et c'est pour ça que je veux mettre en perspective ces deux capitalismes, ces grandes masses financières et notre quotidien à tous, et qu'il est important de réfléchir à ces grands mécanismes-là. Ce que j'appelle le capitalisme de la création, c'est évidemment celui de l'entrepreneur. Même Elon Musk, eh bien, ça démarre d'une TPE. Cela se termine dans la majorité des cas par une faillite à 5 ans ou par une faillite à 10 ans, vous allez voir les statistiques, de façon extrêmement rare par un succès, et de manière encore plus rarissime évidemment par le fait d'atteindre le milliard d'euros ou de dollars de valorisation, de devenir théoriquement un milliardaire. Ce que j'appelle le capitalisme de la prédation, c'est évidemment le capitalisme des salariés de Davos, fussent-ils très bien payés, quand bien même ils bénéficient de golden parachute, de stock option, de primes, de tout ce que vous voulez, et quand bien même ce sont des PDG à 10 millions, 20 millions, 30 millions, 50 millions d'euros de revenus annuels, il n'en reste pas moins des salariés qui vont, comme les autres, qui vont venir pourrir la vie de milliers et de millions de salariés à travers la planète avec des méthodes qui sont contestables pour un objectif qui est lui-même contestable, qui est de faire le maximum d'argent en maximisant le profit pour avoir des rendements maximum. Et c'est pour ça que tous les ans, il faut faire 20% de plus, 25% de plus. On réduit les effectifs, on réduit la qualité, on réduit les coûts, année après année, pour nourrir ce capitalisme de la prédation qui n'a rien à voir avec le capitalisme de la création, qui est celui de créateurs, quand bien même ils deviennent milliardaires. Et vous allez voir, on va parler par exemple d'Amazon, c'est passionnant. Les salariés de Davos qui ont de beaux diplômes et servent les grands fonds d'investissement dont le mandat n'est pas celui de rendre la planète meilleure, mais de maximiser le profit. Regardez, capitalisme de la prédation contre capitalisme de la création. Le taux de l'entrepreneur, la tête de l'entrepreneur qui a survécu, vous voyez, après des années et des années, eh bien la survie à 10 ans des entreprises créées en France est de 25 à 30%. Alors avant d'être milliardaire, statistiquement, mes enfants, Tintin, Patin, Couffin, vous avez peut-être un peu plus de chances de devenir milliardaire statistiquement que de gagner à l'euro million, mais enfin, franchement, ça se vaut à peu près. Des intérêts très divergents entre le capitalisme de la création, et moi je suis un capitaliste de la création, d'accord? Je suis pour la création d'entreprises, pour la véritable responsabilité sociale de l'entreprise et demander à toutes les PME, PMI, les TPE qui donnent de l'emploi directement à des vrais gens qui font vivre des vraies familles avec des vrais petits patrons qui souvent ne se payent pas, etc. pour pouvoir payer leurs salariés. Bref, on n'est pas dans un capitalisme prédateur, on est clairement dans un capitalisme de la création et de la participation, et c'est fondamental. Et je vais éternuer. Excusez-moi. Ça ne sera pas coupé au montage, on est en direct, même si c'est en différé. Dans le capitalisme de la création, il y a 2 ingrédients, toujours, vous en retrouverez au moins 2, il y en a bien plus, mais en réalité, il y en a déjà au moins 2 sur lesquels on pourra à peu près s'accorder tous.
Il y a évidemment une vision et une passion. D'Apple à LVMH, de Microsoft à Google ou à Amazon, l'argent n'est jamais le mobile de départ. Quand Amazon se dit je vais vendre des bouquins en ligne alors qu'il y a Internet qui arrive et qu'on peut imaginer que les bouquins c'est pas forcément l'avenir, l'argent n'est pas le mobile, l'investissement n'est pas le mobile. Pendant des années vous vivez mal parce que vous êtes contraint justement d'investir. L'argent n'est pas le mobile dans le capitalisme de la création, il est la conséquence du travail et de la création de valeur. L'argent n'est pas premier, l'argent est la conséquence, il est dernier. L'argent est ce qui arrive après dans le capitalisme de la création. Vous pouvez même dire c'est la récompense si vous voulez, mais ce n'est pas le point de départ, jamais. Dans le capitalisme de la prédation, l'argent est le seul mobile, la maximisation du profit est le seul objectif. On ne cherche pas à rendre la planète meilleure. On ne cherche pas à régler un problème, on ne cherche pas à inventer quelque chose, à créer quelque chose qui va peut-être sauver des vies, on ne cherche pas à faire un nouveau médicament, on ne cherche pas un nouvel antibiotique, on ne cherche pas une nouvelle machine qui va peut-être révolutionner les choses. Non, on cherche à maximiser le profit. Vous voyez bien qu'il y a deux visions radicalement différentes qui s'opposent. Ici, l'argent est le seul mobile. Ici, vous retrouvez de l'idéal. Quand bien même, vous allez dire que cet idéal est contestable. D'accord ? Peut-être que vous n'aimez pas Elon Musk et que vous trouvez que la conquête spatiale et le fait de voyager sur Mars avec ses fusées réutilisables, c'est pas une bonne idée. Peut-être, vous avez le droit. Mais il y a une vision, c'est pas l'argent au départ, d'accord ? C'est pas l'argent. Et ce n'est pas l'argent pendant le chemin. D'accord ? Puisqu'Elon Musk, aujourd'hui, il est prêt à dépenser toute sa fortune pour réaliser ses rêves et ses visions, qu'on a le droit de contester et de ne pas partager, soit dit en passant. Dans le capitalisme de la création, vous avez donc une vision de long terme, et sachez que Amazon n'a jamais versé de dividendes. Je répète, Amazon n'a jamais versé de dividendes. Monsieur Jeff Bezos, à chaque fois qu'il a besoin d'argent, il revend un petit peu d'actions d'Amazon sur le marché pour gagner des sous. Il ne verse pas de dividendes. Et comment Amazon s'est-il développé ? Ou s'est-elle développée, si on parle de la notion d'entreprise? Amazon s'est développé comment? En réinvestissant tout le temps la totalité de ses gains. Ça, c'est pas le capitalisme de la prédation de Larry Fink qui maximise le profit. D'accord? On maximise pas le profit, on réinvestit dans des entrepôts, dans de la logistique, dans de l'activité, dans l'emploi, dans le recrutement, etc., etc. Donc, Amazon n'a jamais versé de dividendes. Dans le capitalisme de la prédation, évidemment, il faut un maximum de rendement pour capter des dividendes et maximiser les profits à très court terme. D'accord? On veut des sous, là, maintenant, tout de suite. Pas demain, pas dans 10 ans, pas dans 20 ans. On veut un ROI, un retour sur investissement le plus rapide possible. La conclusion, mes amis, la conclusion, c'est que le problème, en réalité, ce n'est pas les milliardaires créateurs, ni en montant. Vous avez vu qu'il y a bien plus grave avec les fonds de pension des hommes de Davos et des fonds d'investissement, et rarement en philosophie, mais plutôt les dirigeants salariés de Davos. Le problème, c'est le capitalisme de la prédation, et le problème n'est pas tant le pouvoir de corruption de quelques milliardaires, quand bien même il faut évidemment veiller à ce que ça ne dérive jamais, et en termes démocratiques et de débats démocratiques et de contre-pouvoir, il est fondamental que les hommes politiques fassent très attention et qu'ils soient surveillés face au pouvoir de corruption potentiel des milliardaires, mais la réalité aujourd'hui, c'est que le pouvoir de corruption, c'est pas quelques milliardaires identifiables et identifiés, voire même jetés à la vindicte populaire et en pâture au gauchisme le plus exacerbé. Non, le problème, c'est le pouvoir de corruption de milliers de serviteurs zélés et salariés des fonds d'investissement et des entreprises détenues par les hommes de Davos qui se retrouvent à leur grand-messe annuelle, le World Economic Forum. Ils se retrouvent entre grands patrons, entre grands directeurs de fonds, et c'est tous des pauvres salariés. Aucun n'est créateur, aucun n'est milliardaire, aucun n'a fait autre chose que administrer, gérer
et diriger des entreprises qu'ils n'ont jamais créées. Et ce sont des hommes qui président à vos destinées, ils n'ont évidemment jamais été élus. Ce n'est donc pas forcément les riches, fussent-ils milliardaires, dont l'utilité sociale est bien plus importante et la nuisance bien plus faible que les gros fonds d'investissement de la planète au pouvoir tentaculaire et complètement incontrôlable qu'il faudrait abolir. Ils sont devenus trop puissants, bien plus puissants que quelques milliardaires, encore une fois, identifiables et identifiés, donc que l'on peut surveiller et contrôler, contrairement à tous ces fonds qui n'appartiennent à personne et qui sont gérés par quelques gus qui, évidemment, s'empiffrent aux frais de la princesse. Et les princesses, mes amis, ce sont vous. Vous pouvez donc montrer et désigner un homme, mais vous l'avez compris, et c'était l'objectif subversif de cette vidéo, vous pouvez rarement désigner et pointer un système dans sa globalité, incarné par des milliers de salariés, collaborateurs et serviteurs. C'est les hommes et le système de Davos, celui de la mondialisation et des multinationales et des fonds d'investissement. C'est eux que vous retrouvez à Davos, des pauvres salariés qui pourrissent la planète, puisqu'ils ne sont pas là, comme l'a dit Larry Fink, pour faire un avenir meilleur à la planète, mais pour maximiser le profit, leur profit, au profit d'une petite caste dirigeante non élue, internationale. Les hommes de Davos, c'est eux qui pourrissent la planète, et pas tous les milliardaires. Je vous rappelle qu'Elon Musk n'est pas à Davos pour information. Il est donc plus facile de désigner un bouc émissaire et beaucoup plus difficile d'affronter et de désigner le véritable ennemi. Vous savez lequel il est aujourd'hui, c'est évidemment celui de Davos. La conclusion, c'est que probablement, à une rare exception près, je pense que jamais un seul d'entre vous et d'entre nous n'a été ennuyé par un milliardaire de manière directe, d'accord? Par contre, tous, aujourd'hui, quasiment tous, nous sommes ennuyés au quotidien par notre chef de service, par notre manager, salarié évidemment, payé 15% de plus que nous et encore, d'accord? Ce manager zélé qui est un pauvre bougre et qui est finalement lui au service sans le savoir parce qu'il ne l'a pas compris, au service du capitalisme de la prédation au sein des grandes multinationales. C'est lui qu'on peut insulter en fait, c'est lui qui pourrit notre quotidien, pas le milliardaire, d'accord? C'est lui qui rend les relations au travail épouvantables, pas le milliardaire. Et donc tous ces ordres qui viennent de très haut, eh bien ils viennent de ce capitalisme de la prédation qui a besoin de rendement pour maximiser les profits et qui veut 25% de plus de hausse des bénéfices tous les ans. Et ce capitalisme de la prédation n'est pas celui des milliardaires créateurs de valeur et d'entreprises qui viennent régler des problèmes, donner des solutions, inventer des choses, faire des ruptures technologiques. Non, les vrais ornithorynques qu'on peut insulter, les bois sans soif, comme dirait le capitaine Haddock, puisque je vous rappelle que sur YouTube, on ne peut pas dire de gros mots, les bachibouzouk, que dis-je, les anthropophages, les cercopithèques, les schizophrènes, les jocris, et, disons-le, les psychopathes que l'on trouve aussi bien à la grosse commission de Bruxelles que dans les cénacles de Davos ont tous ce point commun qu'ils sont de pauvres salariés de structures ou d'institutions qui ont finalement, par leur pouvoir de corruption et par le fait qu'on ne peut pas ou très difficilement les désigner à la vindicte populaire comme ennemis facilement identifiables, ont pris le pouvoir au-delà même des États. C'est ce capitalisme de prédation des multinationales mondialisées et globalisées de Davos qui est évidemment le problème. Le problème n'est pas ni le petit riche que vous pouvez croiser ici, ni le petit bourgeois, ni même le grand millionnaire ou le milliardaire. Le véritable coupable à tous nos malheurs, c'est celui que je viens de vous désigner, le système mondialisé, globalisé des salariés de Davos qui ont confisqué le pouvoir au peuple et qui, par le pouvoir immense de corruption de leur argent, eh bien,
ont réussi à neutraliser les contre-pouvoirs politiques et nationaux que représentaient les États-nations, sauf peut-être encore en Chine ou en Russie, où vous avez d'autres types d'oligarques, évidemment, et de corruption, mais vous comprenez bien une chose, c'est qu'il est beaucoup plus facile d'emprisonner un oligarque ou de mettre au pas un oligarque russe ou chinois que de mettre fin à tout un système globalisé et internationalisé. C'est exactement ce qui se passe en Chine. Quand Jack Ma est mis aux arrêts par le système politique chinois, il peut être mis aux arrêts parce que c'est un individu, et un individu peut être identifié, identifiable, contrôlé, contrôlable, arrêtable, pas un système tel que celui de Davos. Voilà une analyse qui, évidemment, est pour le moins subversive. Alors partagez-la parce que je ne suis pas sûr que cette vidéo reçoive une grande promotion, si ce n'est que par vous. Voilà les amis, vous connaissez, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez partager sans modération cette vidéo, mettre plein de commentaires et de pouces bleus pour la soutenir, me retrouver sur Twitter @insolentiae, vous abonner sur mon site internet insolentiae.com/boutique pour ceux qui veulent aller plus loin avec la lettre stratégie ou gratuitement à la newsletter quotidienne sur le site Inso. Voilà les amis, prenez bien soin de vous, je vous souhaite plein de bonnes réflexions, de bons partages, plein de commentaires en dessous, prenez grand soin de vous, faites attention non pas aux milliardaires du coin de la rue, mais à votre chef de service, à votre manager, celui qui au quotidien relaie sans même le savoir les ordres des hommes de Davos et pourrit chacune de nos existences. Et sachez que ce n'est pas une fatalité, vous pouvez aussi vous en libérer, vous n'êtes pas obligé d'être au service des hommes de Davos. C'est très difficile de faire le choix de l'indépendance et de l'autonomie, mais c'est un choix qui est possible. Il se prépare, il se réfléchit, il se travaille, il s'anticipe évidemment. Ça demande beaucoup d'efforts, mais c'est possible, on n'est pas obligé de subir ça jusqu'à la fin des temps. Salut les amis, prenez grand soin de vous.